Sa dernière balle reposait sur le bar, un petit morceau de laiton qui représentait tout ce qui lui restait. En face, elle se tenait là, une ombre silencieuse dans une simple robe de coton. Son prix. L'homme qui l'avait vendue, un trappeur graisseux aux yeux désespérés, a empoché la balle et est parti sans un regard en arrière. Caleb la conduisit dans la ruelle, s'attendant à ce qu'elle se soumette. Au lieu de cela, elle s'arrêta et lui fit face, son expression illisible dans la pénombre. Sa main se leva lentement, mais pas pour se protéger. Elle accrocha délibérément son pouce sous la bretelle de sa robe et la laissa tomber, révélant la peau pâle de son épaule. « Tu penses avoir acheté une vierge ?» dit-elle, sa voix n'étant pas un plaidoyer mais un défi. « Ce que tu as acheté, c'est une tombe. Si cette histoire vous a déjà captivé, assurez-vous de vous abonner. Vous ne voulez pas manquer ce qui se passe quand un homme échange sa dernière balle contre un mystère qu'il ne peut résoudre. » Le mot flottait entre eux, plus froid que le vent du haut désert. Tombe. Ce n'était pas une menace hurlée de colère, mais une vérité murmurée dans le noir. Caleb sentit le whisky dans son ventre se changer en glace. Depuis 5 ans, depuis que la guerre l'avait recraché avec rien d'autre que les cicatrices de son âme, il courait vers sa propre tombe. Il ne s'était jamais attendu à en acheter une pour le prix d'une seule cartouche. Il l'avait vue dans la cantina, silencieuse et immobile au milieu du chaos, et sa solitude primitive avait pris son immobilité pour de la soumission. Une erreur qui, commençait-il à le comprendre, pourrait bien être sa dernière. « Qu'est-ce que c'est que ce discours ?» finit-il par dire, sa voix un grondement sourd. Il fit un demi-pas en avant, son ombre l'engloutissant. C'était une manœuvre qui avait fonctionné sur 100 autres personnes dans 100 autres villes sans issue, une simple application de sa taille et de sa présence. Elle ne bougea pas. Elle ne scia même pas. « Le genre honnête, » dit-elle, son regard fixé sur le sien. « L'homme qui l'avait vendu, avait cru me posséder, fertilise un carré d'Achille et millefeuille près de Tucson. Celui d'avant a appris qu'une corde peut servir à autre chose qu'à attacher un cheval. » Le défi en elle était une force physique, un mur qu'il ne s'attendait pas à heurter. Il chercha sur son épaule exposée une marque, une cicatrice, un signe qui expliquerait le poison dans ses mots. Il n'y avait rien. Juste une peau pâle qui semblait capter la lumière de la lune. Le secret n'était pas une marque sur son corps, c'était un feu derrière ses yeux. C'était un homme qui comprenait la physique simple de la violence, mais ceci était tout autre chose. C'était une autre forme de pouvoir. « Qui es-tu » La question était rude, arrachée d'un endroit plus profond que le simple désir qui l'avait animé quelques minutes plus tôt. « Je suis celle qui arrive de l'autre côté » répondit-elle, sa voix tombant à un murmure. « Et en ce moment, tu as 2 choix. Tu peux me traiter comme la propriété que tu penses avoir achetée, et je te promets que cette ruelle sera ton tombeau, ou tu peux me demander pourquoi l'homme le plus dangereux de ce territoire a envoyé 5 de ses pisteurs dans cette ville 1 heure avant que toi et moi ne sortions de cette porte. » L'air crépita. La menace personnelle venait de s'étendre, devenant un problème tactique. 5 pisteurs. Ici. Maintenant. Il ne s'agissait plus seulement d'elle, il s'agissait de lui. Sa simple et désespérée transaction venait de lui acheter un partenariat dans une guerre qu'il ne comprenait pas. « Pourquoi ?» demanda-t-il, ce seul mot étant une reddition et une acceptation. « Parce qu'il ne me chasse pas moi, » dit-elle, une lueur de ce qui aurait pu être une satisfaction sinistre dans ses yeux. « Il chasse ce que je sais. » Elle se tourna, se fondant à nouveau dans les ombres plus profondes de la ruelle. « Et si tu veux vivre pour voir le lever du soleil, tu me suivras. » Silencieusement. Pendant un instant, Caleb resta figé. Chaque instinct, aiguillé par des années de survie, lui hurlait de courir dans l'autre sens. Un homme avec une seule balle ne se lance pas dans un combat contre 5. Mais il regarda l'espace vide où elle s'était tenue, et l'énigme qu'elle représentait était un hameau trop profondément ancré pour être retiré. Il avait acheté une tombe, peut-être, mais il avait aussi acheté une réponse, et il découvrit qu'il ne pouvait pas partir sans elle. Se maudissant, il la suivit dans l'obscurité. Elle se déplaçait avec une grâce silencieuse et déconcertante, un fantôme dans le labyrinthe baigné de lune des ruelles de la ville. Elle connaissait chaque tournant, chaque tonneau rouillé, chaque porte sombre qui offrait un instant de dissimulation. C'était le savoir de la proie. Caleb, un homme qui se targuait de ses propres compétences de pisteur, se sentait humilié, réduit à suivre dans son sillage.
Ils passèrent derrière la forge, l'air encore imprégné de l'odeur nostalgique de fumée de charbon et de fer chaud, une odeur qui lui rappelait une vie avant la guerre, une vie avec un purpose. Ils approchaient le bord de la ville quand elle se plaqua soudainement contre un mur, l'entraînant avec elle. Sa main était étonnamment forte. De l'autre côté de la rue, 2 hommes discutaient près de l'abreuvoir de la ville. Leur cache-poussière usée et leur colt porté bas les identifiaient comme des professionnels. Des pisteurs. Son histoire était vraie. La preuve immédiate et tangible lui envoyait une autre secousse. Ce n'était pas que des mots. C'était réel. L'un des hommes rit, un son rauque et laid qui trancha la nuit. « Le baron veut la carte, pas le cadavre de la fille, dit-il. Mais il n'a pas dit qu'on ne pouvait pas la briser un peu pour l'obtenir. » L'autre homme grogna. « Allons voir à l'écurie, une fille comme ça, la première chose qu'elle chercherait, c'est un cheval. » Ils s'éloignèrent. Et Lara, elle lui avait finalement dit son nom dans un murmure étouffé, attendit une minute entière après leur départ, son corps tendu. Il vérifie les sorties en premier, souffla-t-elle. Malin, mais pas assez. Elle ne le mena pas à l'écurie, mais à la vieille tannerie abandonnée à la lisière sud de la ville, un endroit qui puait la pourriture et les produits chimiques oubliés. Cela rappela à Caleb les promesses faites aux hommes après la guerre, des plans grandioses qui pourrissaient de l'intérieur. Il pensa à son propre père, un homme bon qui s'était tué à la tâche pour une compagnie qui avait oublié son nom le jour de sa mort. « Un homme apprend du passé, disait son père, ou il est condamné à être enterré par lui. »« Nous attendrons ici jusqu'à 1 heure avant l'aube, dit Elara, sa voix résonnant dans le vaste espace mort. Ils vont ratisser la ville et continuer, pensant que je me suis échappé. »« Et c'est quoi, cette carte dont il parlait ?» demanda Caleb, allant enfin au cœur du sujet. Elle le regarda, ses yeux le pesant, le jugeant. C'était un regard qu'il connaissait bien, le regard de quelqu'un qui décide si vous êtes un outil, une menace ou un allié. Il avait fait un choix dans la ruelle. Maintenant, c'était à son tour. Certains secrets, dit-elle lentement, valent plus que de l'or. D'autres, ils ne font que vous tuer. Elle se détourna de lui et marcha vers un rayon de lune solitaire qui perçait le toit crasseux. Elle tendit la main derrière elle et lentement, délibérément, fit glisser le coton rêche de sa robe sur une épaule, puis sur l'autre. Elle l'abaissa jusqu'à sa taille, le dos tourné vers lui. Et il vit. Ce n'était pas une marque au fer. Ce n'était pas un tatouage. C'était un réseau de cicatrices argentées, incroyablement fines, comme un système fluvial vu d'en haut gravé dans la peau de son dos. Les lignes étaient trop parfaites, trop délibérées pour être accidentelles. C'était une écriture. C'était un langage. C'était une carte, brûlée et coupée dans sa chair même. La douleur que cela avait dû coûter, l'horreur de la chose lui coupa le souffle. Il avait vu la sauvagerie des hommes en combat, mais c'était un mal d'une autre nature. C'était une cruauté froide et méticuleuse qui transformait un être humain en coffre-trésor. Le son était subtil, à peine un murmure de bois fatigué. Mais dans le silence de mort de la tannerie, il retentit comme un coup de fusil. La tête d'Elara se releva d'un coup sec, ses yeux s'écarquillant non pas de peur, mais d'une fureur froide et concentrée. D'un mouvement fluide, elle remonta sa robe, effaçant la carte et la vulnérabilité qu'elle représentait. En une fraction de seconde,
La survivante redevint une combattante. Elle se retourna vers Caleb, un doigt sur ses lèvres, puis désigna l'ombre la plus proche derrière une rangée de cuves de tannage en décomposition. Son message était clair. « Cache-toi !» Caleb ne discuta pas. Son corps réagit par pur instinct, se glissant dans l'obscurité alors que des pas lourds commençaient à résonner sur le plancher poussiéreux. Un homme entra dans le rayon de lune, sa silhouette grande et menaçante. Il tenait un fusil à la main, balayant la pièce avec une confiance de prédateur. C'était l'un des pisteurs de la rue, celui qui avait parlé de la briser un peu. La chance de Caleb semblait s'être tarie en même temps que sa dernière balle. « Je sais que tu es là, petite », gronda le pisteur, sa voix résonnant dans l'espace caverneux. « Le baron paye bien pour ce que tu caches, mais moi, je paie mieux pour un aperçu. » Caleb sentit une rage froide monter en lui. C'était la même arrogance crasseuse qu'il avait vue chez les officiers qui envoyaient des hommes mourir pour des cartes sans valeur. L'idée que cette femme, qui avait enduré l'inimaginable, puisse être traitée comme un objet à acheter et à briser, raviva quelque chose en lui qu'il croyait mort depuis longtemps. Une raison de se battre. Et Lara ne fit aucun bruit. Elle était devenue une partie des ombres, immobile et patiente. Le pisteur avança plus loin dans la pièce, son attention fixée sur les décombres à l'autre bout, où un rat s'était faufilé. C'est le moment qu'elle choisit. Elle se lança, non pas vers le pisteur, mais vers un vieux chariot de tanneur rouillé qui se trouvait près de lui. D'une poussée puissante, elle l'envoya rouler vers lui sur ses roues grinçantes. Le pisteur se retourna, surpris, et leva son fusil. C'était la diversion dont Caleb avait besoin. Il explosa hors de l'ombre, se déplaçant avec la vitesse désespérée d'un homme qui n'a rien à perdre. Il ne visa pas l'homme, il visa l'arme. Il percuta le pisteur juste au moment où le coup de fusil détonnait, le coup de feu faisant exploser le silence et envoyant une gerbe d'écharde d'une poutre au-dessus de leur tête. Le combat fut court, brutal et silencieux. Il ne s'agissait pas d'honneur, mais de survie. Caleb utilisa son poids et sa rage, tandis que le pisteur se battait avec la compétence d'un tueur professionnel. Mais ils étaient 2 contre 1. Au moment crucial, Elara apparut à côté d'eux, brandissant un lourd morceau de bois pourri qu'elle abattit avec une force féroce sur le genou du pisteur. L'os craqua avec un bruit écœurant. L'homme hurla et Caleb mit fin au combat. Ils restèrent là, haletant dans le silence soudain, la puanteur de la poudre à canon se mêlant à celle de la tannerie. Le coup de feu était un signal. Il n'avait plus que quelques minutes. « Tu te bats bien pour un homme sans balles », dit Elara, sa poitrine se soulevant rapidement. Il y avait une nouvelle lueur dans ses yeux, du respect. « J'ai appris que parfois, il faut se battre plus intelligemment, pas plus durement », répondit Caleb, répétant un conseil que son père lui avait donné il y a des années. C'était une leçon simple d'un âme simple, mais elle l'avait maintenue en vie plus souvent que n'importe quelle arme. Elle hocha la tête, puis se pencha et arracha le ceinturon du pisteur. Elle en sortit un revolver et le tendit à Caleb. « Maintenant tu en as 6, dit-elle. Faisons en sorte qu'elle compte. » Ils s'échappèrent de la ville alors que les premières lueurs de l'eau peignaient le ciel à l'est, le coup de feu ayant semé la confusion parmi les autres pisteurs, leur donnant la couverture dont ils avaient besoin. Elara le guida dans les contreforts, se déplaçant avec une connaissance du terrain qui laissait Caleb pantois. Elle ne suivait pas une piste, elle lisait la terre elle-même. Ils trouvèrent refuge dans une petite grotte cachée derrière un rideau de broussailles desséchées alors que le soleil commençait à cuire le lançage. À l'intérieur de la grotte, fraîche et sombre, l'adrénaline se dissipa, laissant place à l'épuisement. C'est là qu'il vit à quel point elle était jeune, pas beaucoup plus de 20 ans. La dureté de son visage s'effaça, révélant une vulnérabilité qu'elle gardait soigneusement cachée. Elle frissonnait, malgré la chaleur. Sans réfléchir, Caleb enleva sa propre veste usée et la drapa sur ses épaules. C'était un petit geste presque insignifiant, mais dans le silence de la grotte, il semblait monumental. C'était un acte de communauté, un simple fil de connexion tissé dans le vide de leur vie solitaire. Elle le regarda surprise. « Pourquoi » demanda-t-elle doucement. « Je ne sais pas » répondit-il honnêtement. « Peut-être parce que personne ne mérite de porter un tel fardeau seul. » Il pensa à tous les jeunes hommes qu'il avait vus porter des fardeaux bien au-delà de leur âge sur les champs de bataille. La guerre ne se terminait jamais vraiment.
Elle changeait simplement de visage. Un sanglot sec et rauque s'échappa de ses lèvres avant qu'elle ne puisse le retenir. Une seule larme traça un chemin propre sur sa joue poussiéreuse. C'était la première fissure dans l'armure qu'elle avait portée pendant si longtemps. Elle se détourna rapidement, mais il était trop tard. Il avait vu. Il avait vu la jeune fille sous le prédateur, l'orpheline sous la survivante. Parfois, la plus grande force n'est pas de dégainer une arme, mais de choisir la gentillesse quand le monde attend de la cruauté. Si vous croyez aux histoires qui ont encore du cœur, du courage et de la vérité, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Rejoignez-nous pour des récits qui comptent. « J'avais un frère », dit-elle, finalement, sa voix à peine un murmure. « Plus jeune. Quand les hommes de Blackwood sont venus, mon père nous a fait courir, mais Thomas, il était petit. Il est tombé. Je suis revenu pour lui, mais ils étaient déjà là. » Elle déglutit difficilement. « Je n'ai jamais eu la chance de l'enterrer correctement. C'est pour ça que je suis une tombe. Je porte son souvenir, et celui de mon père. C'est tout ce qui me reste. » Caleb écouta, le silence étant la seule réponse appropriée. Il avait échangé sa dernière balle, pensant à acheter une nuit. Il avait acheté une vie entière de douleur, de rage et de vengeance inachevée. Il ne s'agissait plus seulement de survie. C'était devenu une question de justice. C'était une seconde chance, non seulement pour elle, mais pour lui. Une chance de se battre pour quelque chose de plus qu'un autre jour, une autre ville poussiéreuse. Une chance de donner un sens aux fantômes de son propre passé. « Cette carte, » dit Caleb, sa voix basse mais ferme, « elle ne mène pas seulement à l'or de Blackwood, n'est-ce pas ?» Et Lara se tourna lentement vers lui, ses yeux brillant d'une lueur nouvelle et dangereuse dans l'obscurité. « Non, » dit-elle. « Mon père était un homme méticuleux. Il y a mis plus que de simples directions. Il y a mis les noms. Les dates, chaque crime que Blackwood a commis pour amasser sa fortune. Ce n'est pas une carte au trésor. C'est son grand livre. C'est la preuve qui peut le détruire pour de bon. Voilà le véritable secret. La carte n'était pas seulement une clé vers la richesse. C'était une arme. Et Baron Blackwood ne les chasserait pas seulement pour récupérer son or. Il les chasserait jusqu'au bout du monde pour enterrer la vérité qu'elle portait sur sa peau. La fuite ne suffirait jamais. Il y avait une seule façon de mettre un terme à cela. « Alors on ne court plus », dit Caleb. Et ce n'était pas une question. C'était une décision. La décision a changé l'air dans la grotte. La peur ne s'est pas évaporée, mais elle s'est transformée, se durcissant en une détermination froide et tranchante. Ils n'étaient plus la proie, ils étaient devenus des prédateurs. C'était un changement subtil mais fondamental. Un passage de la survie à l'offensive. Caleb le sentit en lui, une partie de lui qu'il croyait morte depuis longtemps, le soldat, le stratège, se réveillant de son sommeil. Chasser un homme comme Blackwood dans son propre territoire, c'est du suicide, dit Elara, mais il n'y avait pas de défaite dans sa voix, c'était un test. Pas si vous n'allez pas là où il s'attend à vous trouver, répondit Khaled. Il s'attend à ce que vous couriez vers le sud, vers le Mexique, ou vers l'ouest, vers la Californie. Il ne s'attendra jamais à ce que vous alliez droit au cœur de son empire, la ville minière de Redemption. Les yeux d'Elara s'écarquillèrent. Redemption est sa forteresse. Ses hommes sont partout. Le shérif est dans sa poche. Exactement, dit Caleb. Un plan audacieux commençant à se former. C'est là que se trouvent ses livres, son télégraphe, son pouvoir. La carte sur votre dos peut le ruiner, mais seulement si cette information parvient à un juge de circuit ou à l'armée. Et la seule façon de le faire, c'est d'utiliser son propre fil télégraphique. C'était une folie, une manœuvre de flanc désespérée, qui allait fonctionner de manière spectaculaire ou les faire tuer de manière spectaculaire. Il n'y avait pas d'entre-deux. Il a vu l'étincelle dans ses yeux. C'était la lueur de l'espoir, une chose encore plus dangereuse que la peur. Redemption, souffle-t-elle, testant le mot. C'était plus qu'une destination, c'était une promesse. Le voyage vers Redemption fut une leçon de survie et de confiance. Elara lui a appris à lire les signes cachés de la terre, à trouver de l'eau là où il n'y en avait pas, à penser comme un Apache. En retour, il lui a appris à penser comme un soldat,
à anticiper les mouvements de l'ennemi, à tendre des embuscades et à utiliser la peur comme une arme. Ils se déplaçaient la nuit, devenant des fantômes dans le paysage impitoyable. Pendant les longues journées chaudes, cachées du soleil, il parlait. Il lui parlait de la ferme qu'il avait perdue, de la guerre qui lui avait tout pris. Elle lui parlait de son père, un homme bon et doux qui aimait les livres plus que tout et qui a été forcé de commettre un acte monstrueux pour tenter de sauver sa fille. « Il n'a jamais voulu faire ça », dit-elle un après-midi, la voix rauque d'émotion. Chaque nuit, après avoir travaillé sur la carte, il pleurait. Il me disait que c'était le seul moyen pour que la vérité survive. Caleb écouta, comprenant le poids que non seulement elle, mais aussi son père avait porté. Les vieilles histoires, pensait-il, nous rappellent souvent que la force d'une communauté ne réside pas dans ses murs, mais dans les sacrifices que ses membres sont prêts à faire les uns pour les autres. Le sacrifice de son père était sur le point de porter ses fruits. Ils sont arrivés à Redemption non pas comme des fugitifs, mais comme des acteurs dans un drame soigneusement orchestré. Caleb, utilisant l'argent pris sur les pisteurs, se présenta comme un joueur, tandis qu'Elara a pris une chambre à l'hôtel, se faisant passer pour l'une des nombreuses femmes solitaires cherchant une nouvelle vie à l'ouest. Ils se sont séparés, sachant que Blackwood les chercherait ensemble. C'était un jeu dangereux de désinformation. Le plan de Caleb était simple et presque certainement fatal. Il allait créer une diversion, une perturbation si grande qu'elle attirerait tous les hommes de Blackwood, compris le shérif corrompu, loin du bureau du télégraphe. Cela donnerait à Elara la fenêtre de temps dont elle avait besoin. Le soir de la confrontation, il la trouva dans sa chambre d'hôtel. Elle portait une robe simple mais élégante qu'elle avait achetée, la première chose neuve qu'elle ait possédée depuis des années. « C'est une chance sur 1 million, dit-il doucement. « Je n'ai jamais eu de meilleure chance, répondit-elle, un faible sourire aux lèvres. Il y eut un moment de silence chargé entre eux. Le désir qu'il avait ressenti dans cette ruelle, brute et simple, était revenu, mais transformé. Il était maintenant mêlé de respect, d'admiration et d'une tendresse protectrice qui le terrifiait. « Caleb, dit-elle, et son nom sur ses lèvres était une prière. « Si ça ne... » Il posa un doigt sur ses lèvres. « Ça marchera, dit-il, avec plus de conviction qu'il n'en ressentait. « Et vous ?» demanda-t-elle. « Je n'ai pas pensé aussi loin. » Elle s'approcha et, sur la pointe des pieds, l'embrassa. C'était un baiser chaste, un simple contact des lèvres, mais il contenait tout ce qui n'avait pas été dit, la gratitude, la peur, l'espoir. C'était un adieu et une promesse. La diversion de Caleb fut une œuvre d'art chaotique. Il a utilisé l'arrogance de Blackwood contre lui, mettant en scène une fausse querelle au poker dans le salon le plus fréquenté, accusant l'un de ses hommes de tricherie. Le chaos qui en suivit se répandit dans la rue, se transformant en une bagarre à grande échelle. C'était exactement ce qu'il voulait. Alors que le shérif et ses adjoints se précipitaient pour établir l'ordre, Caleb s'éclipsa. Et la regardait depuis une ruelle sombre, alors qu'Elara se glissait dans le bureau du télégraphe. Le plan fonctionnait. Mais alors, il le vit. Le baron Blackwood lui-même, sortant de son bureau de l'autre côté de la rue, non pas attiré par le chaos, mais le regardant avec un sourire froid et calculateur. Il avait anticipé quelque chose, et ses yeux n'étaient pas fixés sur la bagarre, ils étaient fixés sur le bureau du télégraphe. C'était un piège. Caleb n'a pas réfléchi. Il a couru. Il a fait irruption dans le bureau du télégraphe, juste au moment où Blackwood entrait par la porte de derrière, son arme dégainée. La carte. Maintenant, gronda Blackwood, son arme pointée sur Elara. L'opérateur du télégraphe gisait inconscient sur le sol. Elara se tenait près de l'appareil, le message à moitié envoyé. « Lâchez-le, Blackwood », dit Caleb, le revolver du pisteur mort stable dans sa main. Blackwood rit. « Un contre un, garçon. Aimes-tu tes chances ? Je possède cette ville. Je te possède. Je la possède. » « Personne ne la possède, » dit Caleb, sa voix calme. C'était la vérité qu'il avait apprise dans le désert. « Vous avez fait une erreur en pensant que vous le pouviez.
C'est ce qui arrive quand on croit que les gens sont des propriétés. On oublie qu'ils peuvent se défendre. Le coup de feu qui a retenti n'est pas venu de l'arme de Blackwood, ni de celle de Caleb. Il est venu d'un petit Derringer qu'Elara tenait d'une main tremblante, mais ferme. Blackwood la regarda choqué, puis s'effondra, une expression de surprise gravée sur son visage. Le silence qui s'ensuivit fut absolu. Elara laissa tomber le pistolet, son corps tremblant d'une réaction retardée. Caleb se précipita à ses côtés, la soutenant. C'était fini. Vraiment fini. La porte s'ouvrit en grand, révélant le shérif et ses hommes, leurs armes dégainées. Ils s'arrêtèrent, voyant le corps de Blackwood et la scène. Pendant un long moment, personne ne bougea. Le shérif regarda le corps de l'homme qui avait signé ses chèques de paye, puis Caleb et Elara. Il vit le message partiellement envoyé sur le bureau du télégraphe. Il pouvait voir comment cela allait se terminer pour lui. Lentement, délibérément, le shérif rengana son arme. « On dirait que le baron a finalement trouvé quelqu'un qu'il ne pouvait pas acheter », dit-il sa voix fatiguée. C'était le son d'un homme choisissant enfin le bon côté d'une longue et mauvaise guerre. Le droit et le tort, a réalisé Caleb, n'étaient pas toujours clairs, mais parfois il l'était de manière éclatante. Une semaine plus tard, il se tenait sur une colline surplombant Redemption. Le juge de circuit était venu et reparti. La vérité, une fois libérée, avait fait son travail. L'empire de Blackwood s'était effondré. La carte sur le dos d'Elara n'était plus un fardeau. C'était une cicatrice, un rappel de ce qu'elle avait survécu. Pour la première fois, elle était libre. « Qu'allez-vous faire maintenant » demanda Caleb. « Je ne sais pas » dit-elle, et pour la première fois, ses mots semblaient pleins de possibilités, pas de désespoir. Trouver un endroit où enterrer mon père et mon frère, et puis commencer à vivre. Et vous ? Caleb regarda la ville, puis la femme à côté de lui. Il n'avait plus de balles, il n'avait plus de passé à fuir. Pour la première fois depuis des années, il avait un avenir. « Je crois, » dit-il, un long sourire se dessinant sur son visage, « que je viens de le trouver. » Il avait échangé sa dernière balle contre une tombe, et d'une manière ou d'une autre, il avait reçu une nouvelle vie à la place. Si vous étiez à la place de Caleb, auriez-vous vu la vérité ? Ou auriez-vous détourné le regard, comme tant d'autres le font ? Si cette histoire vous a ému, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Cela vous garde ici avec nous, où les histoires du Vieil Ouest nous rappellent non seulement qui nous étions, mais aussi qui nous pouvons encore choisir d'être.